soirée de l'info. On est content de retrouver avec Luc, qui n'est peut-être pas à la régie. Et oui, je suis connecteur. Une semaine de pause, une semaine de vacances. Oui. Alors, comme chaque semaine, je ne suis pas tout seul, je suis bien accompagné. Attention, c'est les fausses nouvelles autour de la table. Puis commence à droite avec la main. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va au top. Un peu fatigué, mais on va assurer l'émission. Il y a certaines fatigues. Je vais assurer l'émission. Super, Luc. Bah ça va. De ne pas être à la régie. Bah en soi là, tu vois, c'est le baptême du feu pour Léna. Donc je suis confiant parce que je sais qu'elle va gérer. Toi, moi peut-être. Si, bien sûr. Si. Mais voilà, mais très content d'être ici avec vous tous et vous toutes. Bérénice, pareil, tes copains. Très super contente, hâte en vrai. Ok, et Sandy. Bah ouais, nickel, avec l'équipe, franchement ça fait plaisir. Enfin, donc c'est cool. Alors, le programme de l'émission, c'est le même que chaque semaine. On va commencer avec vos chroniques d'actualité. Qui, cette semaine, et c'est vrai, ont l'air vachement intéressantes. Ont l'air intéressantes. Peut-être justement que c'était vrai. Donc, évidemment. Après, un petit débat, vous avez grave compris, on va parler. Oui. Cool. Mais Et après, un quiz d'actualité. Franchement, il n'est pas difficile. Donc, voilà. Bon, on passe au Master Prix à gagner. Est-ce que c'est clair? Ouais, Ouais. allez, pas de soucis. On totalement. commence directement avec ta chronique, Tamara. Ouais. Donc toi, tu vas nous parler de la libération d'un prisonnier algérien. C'est ça. Attendez. Du coup, je voudrais revenir sur un événement qui a véritablement secoué le monde littéraire et politique, la libération de Boualem Sansal. Donc, c'est un écrivain franco-algérien. Donc, il a été arrêté en 2024 à l'aéroport d'Alger lors de son retour dans son pays natal. Quelques mois auparavant, il avait été condamné à 5 années de prison pour atteinte à l'unité nationale. Donc, sa libération, annoncée le 12 novembre 2025 par la présidence algérienne, n'est pas qu'une simple remise en liberté. Elle est un symbole fort, non seulement pour lui, mais aussi pour la société algérienne et pour tous ceux qui défendent la liberté d'expression. Donc, Boualem Sansal est connu pour ses romans percutants comme Le village de l'Allemand ou 2084, La fin du monde. Ses œuvres traduisent une grande lucidité. Elles dénoncent la corruption, l'autoritarisme et l'islamisme politique en Algérie. Cette critique constante lui a valu la surveillance des autorités et, in fine, son arrestation. Donc pour lui, ces années de tension ont été lourdes parce qu'il est âgé de 76 ans. Donc le fait qu'il était en prison, etc., c'est une lourde épreuve pour lui, tant physique que psychologique. Mais au-delà de la souffrance personnelle, sa situation a mis en lumière un problème bien plus large, celui de la liberté d'expression en Algérie. Il nous a dit pas combien de temps il avait été en prison. Non, Combien de temps? ça c'est une bonne question. Je sais plus l'autre. Mais on sait que s'il y avait des problèmes avec l'Algérie, Ah, à 5 années de prison. 5 années. Il a été condamné à 5 années de prison. Ah, plus de En novembre 2024. Et donc il a été libéré. Ouais, ça va un temps. Ouais. Petit calcul de Après, peut-être qu'avant, il avait été séquestré, là. Il y avait des rumeurs comme quoi il avait été pris en otage. Ouais. Mais du coup, en soi, ça fait 1 an. Ok. Donc cette libération, après un jugement largement contesté, est donc d'abord une victoire personnelle, donc elle lui la possibilité de retrouver sa liberté, de reprendre son travail d'écriture, de réflexion et de faire entendre sa voix. Mais cette libération ne concerne pas uniquement Boualem Sansal, elle s'inscrit dans un cadre plus vaste, celui des sociétés où la parole critique est souvent muselée. Donc la société algérienne, depuis des décennies, observe le sort réservé aux intellectuels et aux journalistes. Avec l'annonce de cette libération, un message s'adresse à tous, la voix critique peut être entendue, parce qu'en Algérie, du coup, les journalistes, tous sont hyper... Ouais, il y a la censure qui est appliquée globalement dans tout le pays, surtout lorsque les auteurs ils critiquent le pays et le gouvernement en place. Et ça fait des années. Mais du coup, ça remet tout en question la liberté d'expression. Donc même cette écoute reste conditionnée à bien des égards par des pressions internationales, des équilibres diplomatiques. Donc il faut rappeler que ce dénouement intervient après une médiation diplomatique importante, notamment de l'Allemagne. Donc cela montre bien que l'opinion mondiale et la diplomatie ont pu jouer un rôle, même dans un contexte où la liberté d'expression est fragile. Donc c'est un rappel que les écrivains, les penseurs, c'est pas de simples observateurs, ils sont des piliers de la vie démocratique, puis avec un L. Leur parole ne peut être réduite au silence sans que l'on s'en voit les conséquences pour la société, pour la mémoire et pour la conscience collective. Ouais, bien sûr, pour remettre en contexte, du coup, il y avait l'Allemagne et aussi, dans une moindre mesure, la France qui avait menacé de sanctions économiques l'Algérie s'il ne libérait pas Boualem Sansal. Donc, des menaces qui ont fonctionné vu qu'ils l'ont libéré. Mais du coup, Emmanuel Macron, il a réagi. Donc, le président français, il a salué le geste de l'Algérie. Boualem Sansal est libre et bientôt de retour. Ma profonde gratitude va au président Steinmeier pour notre coopération fructueuse.
Je remercie le président Tebboune pour ce geste d'humanité. Donc, il a aussi évoqué les efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence. Il a ajouté qu'il restait évidemment disponible pour échanger avec l'Algérie sur l'ensemble des sujets d'intérêt pour nos deux pays. Donc, ces mots montrent que cette libération est aussi un élément diplomatique, pas dans les relations entre la France et l'Algérie, mais surtout un signal que la liberté d'expression ne relève pas uniquement du domaine culturel, mais aussi de la politique. Après, je ne sais pas si l'Algérie, ils vont avoir envie de discuter avec lui après tous les ouvrages qu'il a publiés. Je pense que voilà, ils étaient obligés de le libérer, donc ils l'ont libéré. Maintenant, je pense qu'ils veulent plus en entendre parler. Qui reviennent et Ouais, voilà. ouais, ils ne veulent pas entendre parler. C'est plus un coup diplomatique que quelque chose. Oui, voilà, exactement. Donc, Boualem Sansal est par ailleurs un écrivain majeur de la francophonie. Donc, ses romans mêlent réflexion politique, mémoire historique et questionnement universel sur la condition humaine. Donc, sa libération ne signe pas un retour à la liberté, elle redonne espoir à une nouvelle génération d'écrivains et de citoyens. Elle montre que la littérature n'est pas un simple divertissement, elle est un outil de mémoire, de critique, de résistance. Elle nous rappelle que les mots ont un pouvoir, parfois plus fort que la répression ou la peur. Donc, la libération de Boualem Sansal n'est pas qu'un fait divers. Elle incarne la persévérance face à la censure, l'importance de défendre la liberté d'expression et le rôle indispensable de la littérature dans notre société. Donc pour Boualem Sansal et pour ses lecteurs algériens et internationaux, pour tous ceux qui croient à la liberté de penser, sa libération est un signe d'espoir. C'est un rappel que même face à l'adversité, face à l'âge ou la maladie ou l'isolement qu'il a subi du coup, la voix d'un écrivain peut continuer à résonner et à éveiller les consciences et à inspirer ceux qui n'osent parfois plus parler. Bah ça, en vrai, c'est une bonne question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, après du coup ce qui s'est passé avec Boualem Sansal, s'il y a un autre auteur algérien qui commence à critiquer le gouvernement, est-ce qu'ils vont le laisser faire ou est-ce qu'ils vont quand même l'enfermer en vrai de vrai? Bah, moi, je pense qu'ils vont quand même l'enfermer parce que Boualem Sansal, c'était déjà un peu en mode faites attention. Oui, tu recommences parce que tu dis je vais être libéré, je vais être libéré. Ouais. Enfin, faut pas abuser. Ouais. Et puis, du coup, ça a été quand même un outil de censure donc concret et aussi passif parce que les autres auteurs ils se disent ah bah merde, il s'est passé ça pour lui, je vais éviter de critiquer le gouvernement. Ouais, c'est sûr, c'est une forme de censure, quoi. Carrément. Et puis même, il a été emprisonné quand même, mais pendant une année, donc c'est pas rien, quoi. Ouais, il est âgé, mais il a déclaré que finalement, il s'en était pas si mal sorti en prison. Il a dit ça va, je suis sorti, je suis costaud, je suis en forme. Et il a annoncé qu'il était en train d'écrire un ouvrage, pas un livre politique, mais un roman. Voilà, donc on verra quand est-ce qu'il sera publié. Merci Tamara pour ta chronique. On va enchaîner avec la tienne, Sandy. Oui. Donc toi, tu nous parlais d'un événement majeur politique qui se passe au Brésil, c'est ça? Oui, donc c'est l'actualité internationale dont tout le monde parle. Moi, je vais vous parler de la COP30. Donc la COP30 désigne la 30e conférence internationale des parties de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Cette COP fait suite à la COP28 de Dubaï qui a eu lieu en 2023 et la COP29 de Bakou qui s'est tenue fin 2024. Elle a commencé lundi et elle se tiendra jusqu'au 21 novembre, jour spécial. Cette conférence a lieu à Belém, capitale de l'État du Pará, située au nord du Brésil. Belém est une ville d'1,5 million d'habitants. Et c'est une ville juste à côté de la forêt amazonienne et ça a une grande importance. C'était le but du président brésilien Lula de choisir cette ville pour alerter sur la déforestation, notamment. Bah, c'est sûr que c'est un meilleur symbole, la forêt amazonienne au Brésil, que l'année dernière et il y a 2 ans où c'était dans des pays du monde du Moyen-Orient où c'est les plus gros exploitants de pétrole et c'est un peu un non-sens de l'organiser là-bas, je trouve. Et en plus de mettre en avant la forêt, il y a cette ville, il y a beaucoup de favelas dans cette ville. Bon, après, il y a quand même des petites choses contradictoires. Par exemple, là, il y a des bateaux de croisière pour loger les chefs d'État. On ne peut pas tout faire. Hein. Voilà. Après, il y a 160 chefs d'État présents, donc je pense que c'est assez compliqué de tout faire, surtout qu'ils n'arrivent pas tout seuls. Voilà. C'est avec des équipes. La ville n'est pas très développée en plus, donc ça ne joue pas à ça. Donc c'est une COP particulière parce que c'est les 10 ans des accords de Paris de 2015 et donc 10 ans après la COP 21 qui avait conduit du coup à l'adoption de ces accords qui étaient historiques. Et donc c'est une nouvelle étape pour mettre en place de nouvelles solutions climatiques. Donc cette COP, elle a différents enjeux. Donc le principal, c'est la réévaluation des engagements de réduction d'émissions, du coup dans la continuité des accords de Paris, parce que selon l'ONU Climat, seuls 10 pays des près de 200 signataires des accords de Paris de 2015 ont leur stratégie de réduction de gaz à effet de serre actualisée selon leurs besoins. Donc c'est comme s'il y avait presque que 10 pays qui mettaient à jour leur stratégie, enfin leurs objectifs de neutralisation de gaz à effet de serre. Donc qui appliquent la promesse qu'ils ont fait en 2015. Voilà, qui sont dans les clous, quoi. Ok. Donc ça Est-ce que la France en fait partie?
Bonne question. Bonne question. Je crois que j'ai Mais- une publication comme quoi on avait réduit les émissions de gaz à effet de serre dans les clous des objectifs pour celui-là, mais les autres, je crois qu'on les a pas tous respectés. Et nous, ce qui joue aussi, c'est qu'on est quand même assez avancé dans les énergies renouvelables. Donc, ça permet de contrebalancer ces gaz à effet de serre. Ensuite, il y a eu d'autres enjeux qui ont été mis sur la table à cette conférence, notamment le cas de la gestion du continent africain, puisque l'Afrique pèse moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Comme ça, on se dirait que ce n'est pas beaucoup, mais en fait, le continent africain, c'est presque eux qui payent le plus les frais. Chaque année, les catastrophes climatiques amputent entre 2% et 5% du PIB de nombreux pays africains. Conséquence, c'est des pays qui ne sont pas vraiment développés par rapport aux pays européens ou ceux en Amérique du Nord, par exemple, et c'est eux qui en payent le plus les conséquences, parce qu'au final, c'est pas eux qui ont la plus grosse industrialisation, mais Ouais, c'est ça. Puis surtout, eux, ils visent à se développer et au final, ils peuvent. les catastrophes climatiques font que ça prend encore plus de temps. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ils trouvent ça comme une véritable injustice et ils réclament une transition et qu'on les aide à faire cette transition. Il y a des présidents comme celui de la République démocratique du Congo qui avait déclaré que la crise climatique n'était pas seulement une crise environnementale, mais c'est également une crise de justice et d'équité. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de pays qui sont mécontents et il n'y a pas que le continent africain, il y a aussi ceux des pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, qui revendiquent des aides pour pouvoir les aider à faire cette transition. Surtout que maintenant, avec Lula, qui est un président qui a des idées de gauche, le Brésil, ils vont quand même, je pense, beaucoup se tourner sur l'environnement, des idées écologiques. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Oui. Qu'on se penche sur leur sujet parce qu'ils sont en grande difficulté. Voilà. Donc, il y a plusieurs des États qui mettent en avant différentes idées. Du coup, comme sauver les forêts tropicales, donc comme tu disais avec le président Lula. Donc, il a choisi du coup cette ville de Belém pour mettre en avant ça. Et du coup, alerter sur la déforestation parce que si on veut réduire les gaz à effet de serre comme prévu dans les accords de Paris, il faut garder les forêts. Ouais. C'est nos premiers absorbeurs de CO2. Oui. Et je sais qu'aussi, il y a d'autres forêts en Afrique ou dans ce genre de continent qui font aussi des... Je sais pas comment on dit, mais... Ça aspire le CO2. Mais c'est pas vrai. C'est l'eau qui aspire le plus de CO2. Et en deuxième, c'est les forêts. Voilà. C'est Mais il n'y a pas que des côtés positifs sur cette COP. Et pourtant, ça fait qu'une semaine. Il y a eu aussi eu des débordements. C'était mardi, après une marche qui est arrivée jusqu'à l'entrée du bâtiment de la COP30, des manifestants autochtones. Ouais, c'est du coup des peuples brésiliens. Voilà. Soutenus par des étudiants qui ont franchi les portiques de sécurité avant d'être stoppés par la police. C'est quand même une scène rarissime pour une conférence de l'ONU parce que l'ONU, c'est un peu comme le Graal des chefs d'État et des réunions internationales. Donc, il faut dire que l'organisation de cette COP, c'est quand même un événement extraordinaire pour ses habitants parce que ils n'ont pas l'habitude d'accueillir autant de chefs d'État autant de voilà, lumière. sur leur ville. Donc, ça leur présente une sacrée organisation. Voilà, ça leur offre une tribune inespérée pour montrer leurs convictions. Et pour autant, les organisateurs, c'était pas leur but que ça prenne des proportions hautes si élevées. Ils déclaraient que leur marche était pacifique, légitime et organisée de mobilisation populaire et construite à travers le dialogue. Ils ont affirmé dans un communiqué. Et du coup, ces mécontentements, ça remet un peu en cause... en fait, c'est dommage que ça ait pris de telles ampleurs. Il y a eu des blessés, etc. Parce que ça gâche un petit peu la cause. Et du coup, en plus... Ça dévie le sujet. Voilà, c'est ça. Ils sont là pour parler d'écologie. Au final, les journalistes, ils sont en mode, il y a des rebondissements. Et les sujets, comme d'habitude, en fait, les sujets les plus importants, c'est pas les plus médiatisés. Voilà, c'est ça. Et du coup, en plus, ils ont renforcé la sécurité. Donc, on ne sait pas si les peuples vont vraiment être entendus. Donc, c'est un petit peu dommage. Et donc, la COP se termine la semaine prochaine. Donc, on verra s'il y a des mesures supplémentaires qui seront prises ou pas. Ouais, on verra ça. La semaine prochaine, peut-être la fin. Ouais, vendredi prochain. On espère du coup qu'il y aura de nouvelles promesses d'annoncer, mais surtout que cette fois-ci, elles seront respectées parce que, mine de rien, les cases... je sais pas comment expliquer, mais en gros, il y a de plus en plus de barrières qui sont franchies qu'on peut plus revenir en arrière. Donc là, ça commence vraiment à devenir urgent. Là, on a atteint, je crois, le 7e. C'est le dépassement. Ouais, certainement, peut-être.
Et en plus, il y a de plus en plus de pays qui sont en conflit, par exemple la Chine et les États-Unis en ce moment, guerre commerciale, etc. Donc je suis pas sûre que c'est leur priorité de sauver l'environnement. Bon, en tout cas, on verra bien, mais on espère qu'il y aura du changement. Alors, avant de passer à ta chronique, Bérénice, je vais vous parler de Tony Parker. La légende du basket français et quadruple champion NBA entame un virage marquant de sa carrière. Est-ce que vous savez déjà quel est ce virage marquant? Ouais, je sais. Déjà, il a décidé. Déjà, il était président jusqu'à présent de l'ASVEL et il a décidé d'entreprendre une carrière d'entraîneur. Et son rêve, à ce que j'ai lu, c'est de devenir en NBA, entraîneur en NBA. Et pour l'instant, il sera coach des U17, je crois. Exactement. De l'équipe de France. Il devient sélectionneur de l'équipe de France U17. Donc, cette nomination, c'est sa première expérience en tant qu'entraîneur. Donc, âgé de 43 ans, Parker, il peut l'être à la génération 2009 des Bleuets. 2009, en vrai, ça fait un choc quand tu dis c'est des professionnels, ils sont plus jeunes que nous. Le 2005, ça tombe. Ouais. Je suis un peu... Et son premier objectif, ça sera la Coupe du Monde U17 qui se tiendra à Istanbul du 27 juin au 5 juillet 2026. Pour l'ancien meneur des Spurs, ce poste, ça revêt une forte symbolique parce que déjà, il a obtenu le poste de façon classique. Il a postulé comme les autres. Et il a reçu la confirmation le 15 octobre, jour de l'anniversaire de son père, Tony Parker Senior. Et donc, il est récemment disparu, donc c'est un fort symbole. Et dans les carnets de son père, il avait découvert qu'un de ses rêves, c'était de le voir entraîner justement l'équipe de France Jeune. Franchement, c'est un beau symbole. Donc, cette mission, comme tu l'as dit, ça pourrait être un tremplin pour lui parce qu'il évoque à terme l'ambition de coacher à un niveau encore plus haut. Donc, soit l'équipe de France Senior, soit, comme tu disais, une franchise en NBA. Et en parallèle, cette nomination, c'est un symbole fort pour lui-même parce qu'après une carrière de joueur marquée par un attachement à la sélection, donc il a 180 de sélections et il a gagné un titre de champion d'Europe en 2013, je crois, championnat d'Europe. Donc, il revient aux racines un peu et du coup, il est prêt à transmettre aux jeunes sa passion et son expérience. Comme je disais, prochain rendez-vous pour lui à Istanbul du 27 juin au 5 juillet. Donc, on espère que les Bleuets, avec lui, ils soulèveront la coupe. Ouais. On lui souhaite en tout cas et on leur souhaite. Perso, c'est mon entraîneur, j'ai intérêt de me mettre au... Ouais, c'est ça. Ouais, je pense aussi que ça les motive. Les gens, tu dis, c'est Tony Parker. C'est pas un random. Ouais, carrément. On espère qu'ils soulèveront la coupe. Je souhaite le meilleur. Ouais, carrément. On va passer à ta chronique, Bérénice. Donc, toi, tu vas nous parler d'une solution qui est en train d'être développée. Solution d'un problème majeur actuel de notre société. Exactement. Si je vous dis PFAS, vous pensez peut-être à une molécule complexe. Et si je vous dis polluant éternel, vous pensez sans doute à une menace. Ces substances sont partout, dans nos textiles, dans nos emballages, dans nos poêles et surtout dans l'eau de nos corps. Et elles sont le défi environnemental et sanitaire majeur de notre décennie. Mais aujourd'hui, la menace rencontre l'ingéniosité française. L'actualité récente du CNRS, qui est le Centre national de la recherche scientifique, nous révèle comment la dépollution ne rime plus avec fatalité, mais avec innovation et coopération stratégique. Rappelons pourquoi les PFAS sont si redoutables. Leur secret réside dans la liaison chimique entre le carbone et le fluor. C'est l'une des liaisons les plus stables connues de la chimie. Donc ça veut dire que c'est très résistant en gros. Franchement, c'est l'une des choses les plus résistantes. Donc une fois que c'est dans notre corps, c'est perdu, ça sortira jamais. Et ça prend des milliers et des milliers d'années à se dégrader. Et c'est cancérigène, d'où le problème. Exactement. C'est c'est ce qui leur donne ces propriétés incroyables anti-adhésives dans les poêles hydrofuges qui ont révolutionné l'industrie. On connaît tous le scandale qu'il y a eu pour une certaine marque de poêles récemment, où on en a retrouvé énormément. Mais c'est aussi ce qui les rend quasi indestructibles dans la nature. En un siècle, ces molécules se sont accumulées dans l'environnement, posant un triple défi, scientifique, énergétique et économique. Les défis qui se posent sont comment les détecter, comment les isoler et surtout comment les détruire sans créer de nouveaux polluants. Et aussi, aujourd'hui, les grandes entreprises, elles sont vachement emmerdées parce qu'elles ne savent plus comment produire sans utiliser les PFAS. Comme tu disais, le cas de Tefal, maintenant, c'est leur marque de fabrique, ils font que des poêles comme ça. Le modèle économique, sans ces PFAS, il ne va pas tenir. Donc, ça, c'est plus cher. Même les poêles, par exemple, je pense direct aux poêles vont être plus chers. Ça va augmenter. Les poêles en inox, c'est vachement plus cher que celles en téflon. Donc, c'est quand même ça un gros enjeu.
Face à cet immense mur, le CNRS ne se contente pas de la recherche fondamentale. À travers sa mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires MITI, il a coordonné un effort national. L'idée est simple, il n'y aura pas de dépollution à grande échelle sans l'alliance entre les laboratoires académiques, les jeunes pousses de la deep tech et les grands industriels comme Suez ou Veolia. Le CNRS devient le moteur qui propulse les découvertes du labo vers l'échelle industrielle. Donc en gros, tous les grands scientifiques qui vont se réunir pour trouver une solution, c'est ça? Ouais. Ok. C'est ce qu'ils essaient de faire en tout cas. Ok. Cette mobilisation a fait émerger 3 approches complémentaires qui sont au cœur de la stratégie française de dépollution. La première, c'est la modélisation prédictive qui sert à anticiper l'efficacité. Le principe, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et la modélisation prédictive pour simuler la dégradation de la molécule. Et il y a un avantage clé, c'est que ça permet de gagner un temps précieux et de garantir la sécurité du processus. L'intelligence artificielle au service de la chimie verte permet de déterminer le procédé de dégradation le plus sûr et d'éviter, par exemple, de transformer un polluant en 2. De dédoubler finalement le problème. Et avant toute expérimentation en laboratoire. La deuxième, c'est la filtration membranaire réactive qui permet d'isoler et d'ensuite détruire. Le principe, c'est de combiner l'isolation physique et le traitement actif. Des structures comme l'Institut européen des membranes, l'IEM, développent des solutions qui associent la nanofiltration pour capturer les molécules ultra fines à des techniques d'électrochimie. Et du coup, l'objectif, c'est d'isoler le polluant avant de le détruire directement. Ok, c'est-à-dire que quand dans une matière où il y a le PFAS, ils essayent de l'isoler et de le détruire sans détruire la matière autour? Ouais, c'est ça. Ok, oui, donc ce qui serait vachement utile dans l'environnement pour détruire les molécules déjà présentes. D'accord. Et la troisième, c'est la dégradation électrochimique qui permet une destruction totale. Le principe, c'est de viser la minéralisation, c'est-à-dire la décomposition complète des polluants en composés inoffensifs. L'application, du coup, c'est la start-up Tree Water qui a breveté un procédé d'électro-oxydation particulièrement efficace contre les PFAS. Cette technologie est sur le point d'entrer en phase de pilote industriel en France avec une commercialisation prévue d'ici 2027. Ok, donc c'est vachement récent, c'est bien parce que c'est un problème vraiment qui va nous toucher fortement. Bon, toutes ces méthodes, on n'a pas vraiment compris, mais en tout cas, le but, c'est d'éliminer les PFAS. Comme ça, il n'y en a plus, on est content. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Cette actualité est essentielle car elle nous prouve que le combat contre la pollution n'est pas une guerre d'usure, mais une course à l'innovation. L'exemple français, coordonné par le CNRS, démontre que face à un enjeu écologique et sanitaire d'une telle ampleur, la solution réside dans la complémentarité. La recherche fondamentale pour comprendre, la deep tech pour prototyper et l'industrie pour développer à grande échelle. Grâce à ces chercheurs et entrepreneurs, la chimie ne se contente plus de créer des matériaux, elle invente désormais les outils pour réparer les erreurs du passé. Un message d'espoir et de fierté pour notre science. Ouais, carrément. Et puis, du coup, c'est une course parce que si on est les premiers à développer des techniques d'émulation des PFAS, on va pouvoir la commercialiser à l'international. Et donc ça peut nous rendre un peu plus puissants économiquement parlant. Donc, ça peut être carrément intéressant. En plus, c'est en mode Made in France un peu. Donc, c'est vrai que ça a un côté en mode regarde, c'est nous qui avons trouvé la solution. Et donc, pour le rayonnement international, c'est vachement positif. Donc, on espère qu'ils vont vite trouver une solution contre ce problème qui nous touche, nous. Enfin, moi, personnellement, je bois l'eau du robinet. Ma poêle, elle est au téflon. Elle est abîmée comme jamais. Je l'utilise tous les jours. Moi, elle a vécu des cauchemars. Bon, on espère qu'ils trouveront vite une solution. Merci Bérénice pour ta chronique. On va passer à la dernière, celle de Luc. Donc, toi, tu vas nous parler de la série d'animation Has Been Hotel. Donc, c'est produit par Vivienne Medrano. Et la saison 2, elle est sortie le 29 octobre sur Prime Video. Et c'est une série avec un modèle unique en son genre. Oh, c'est ça? Exactement. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'une série d'animation part de zéro. Financée par des fans sur YouTube pour devenir le phénomène du moment sur Amazon Prime Video. Avant de commencer, est-ce que vous connaissez la série Has Been Hotel? Pas du tout. Moi, j'en ai entendu parler parce que j'ai un de mes potes qui la regarde, mais je ne l'ai jamais regardée. Et il en a dit du bien? Oui, franchement, il en a dit du bien. J'espère bien. Quand tu dis que c'est créé par les fans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros studios de production derrière. C'est vraiment... Je vais y venir. Ok. C'est tout le truc. Là, déjà, c'est la fille de la saison 2. Ça me dit quelque chose, en fait. Peut-être que j'ai dû le voir passer sur les réseaux. Ouais, ça passe souvent sur les réseaux, des extraits, etc.
Donc, au cas où, je vais vous dire l'histoire. C'est l'histoire de Charlie Morningstar, la princesse de l'enfer, au milieu. Son royaume est surpeuplé et pour régler ce problème, les anges descendent du paradis chaque année pour exterminer les démons. Charlie déteste cette solution violente et propose une idée folle. Elle ouvre le Has-Been Hotel. Son objectif est de réhabiliter les pécheurs afin de prouver que leurs âmes peuvent être rachetées et aller au paradis. Le problème, c'est que personne, ni en enfer, ni au paradis, ne croit en ce projet. C'est vraiment de la justice réhabilitative qu'elle est en train de faire. Ouais, vraiment. C'est en mode non, mais s'il vous plaît, vous êtes tous gentils, ceux confiance, etc. Rédemption. Donc, la série est une comédie musicale pour adultes avec un style déjanté et burlesque. Déjà, même à l'animation, Ouais, ça se voit que ça peut partir un peu en folie. c'est ça. Has-Been Hotel, c'est aussi un nouveau modèle pour les créateurs se lançant sur les plateformes libres avant d'être repérés. Parce qu'en fait, je vais vous mettre dans le contexte. Pendant longtemps, le parcours pour produire une série était le même. Avoir une idée, le vendre à un gros studio. Il faut convaincre le comité de direction de produire votre série. Donc, la plupart du temps, certaines séries ne voient pas le jour parce que le projet est jugé trop risqué ou pas assez grand public. Et puis, il y a eu la méthode Has-Been Hotel. La créatrice a fait l'inverse. Au lieu de demander la permission, elle a fait ses preuves. En 2019, elle produit elle-même et avec des animateurs freelance un pilote de 30 minutes grâce au financement participatif sur Patreon. Le résultat, un raz-de-marée. Plus de 115 millions de vues. Le public avait validé le concept. Là, on a un exemple, c'est ça. Bah, c'est trop bien, mais par contre, c'est un modèle qui est dur à reproduire pour les autres parce que trouver les fonds pour produire soi-même, Il faut avoir une bonne idée, il faut avoir une communauté aussi. C'est ça. Mais justement, en plus, c'est la puissance d'Has-Been Hotel d'avoir une grande communauté en or. Donc, plus de 115 millions de vues. Vivienne s'est créée une vraie communauté. Des extraits du pilote sont apparus sur les réseaux, comme tu as pu le voir sur même TikTok, Insta, etc. 4 ans après, les fans ont crié victoire. La première bande-annonce d'Has-Been Hotel saison 1 est sortie sur Prime Video. Le projet est lancé. Cette série a donc cassé les codes hollywoodiens et est devenue un nouveau modèle pour les créateurs. Après l'arrivée du studio A24 et d'Amazon Prime Video qui ont produit la série a eu plus de budget. Les acteurs ne sont plus les mêmes que dans le pilote et l'animation est plus détaillée et donne un coup de neuf à la série. Comme on peut se voir là, c'est un arrêt sur l'image, mais comparé au pilote, si vous regardez, c'est un step-up. Ok, donc l'animation vraiment la glow-up. Ouais, voilà. Les musiques sont composées par Sam Aft du groupe The Living Tombstone. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, pas du tout. Pas du tout. Aucune culture musicale. Non, mais c'est en fait, c'est un petit groupe en soi, pas très connu, mais qui a su faire ses preuves aussi. Ok. Donc, grâce au parcours d'Has-Been Hotel, la série a pu s'implanter et est actuellement au niveau mondial dans le top 10 des séries TV les plus regardées sur Prime. Attention, Has-Been Hotel n'est pas un cas isolé. D'autres séries ont pris le même modèle pour se lancer, comme Helluva Boss, créé par la même créatrice Vivienne, mais plus récemment The Amazing Digital Circus, créé par un studio indépendant australien, le studio Bleach. Alors leur pilote a dépassé les 300 millions de vues en quelques mois. Ah ouais. C'est encore plus gros. La demande est telle que la série complète est en production, financée par son propre succès. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, ça Je propose que des séries un peu loufoques. J'aime. C'est la même créatrice, donc. Ça non, ça c'est le studio Glitch. J'ai suivi. Mais Helluva Boss, c'est en fait dans le même monde. Ok. Has-Been Hotel. On n'en suit pas les mêmes personnages, mais c'est en enfer aussi. C'est le même principe. Voilà, c'est ça, avec même animation, mais c'est pas une comédie. Ok. Enfin, bon. Donc les épisodes sortent un peu au compte-gouttes, mais les fans sont toujours présents et fidèles. Ce pilote a attiré le géant du streaming Netflix et propose 4 épisodes de la série. Mais il y a plus d'épisodes sur YouTube. S'ils ont vu que pour Has-Been Hotel ça marchait, maintenant justement c'est les plateformes qui se battent pour avoir les séries et les rôles s'inversent un peu. Bon. Et je pense que ça fait un peu de bien. Oui, voilà, ça fait un peu de bien, mais il y a plus de disponibilité sur YouTube, mais même pour eux, ça permet d'avoir un financement. Ouais, bien sûr. Donc pour le public, ce nouveau modèle nous offre plus de diversité, des histoires plus audacieuses. Pour les créateurs, YouTube est comme une rampe de lancement avec le public comme premier investisseur. Le like et le partage sont devenus le nouveau feu vert pour se faire remarquer par les studios. Alors que la saison 2 d'Has-Been Hotel se termine ce 19 novembre, parce que ça sort en 2 épisodes, la saison 3 est déjà produite et la saison 4 est en cours de production. Vu que c'est un succès économique, Voilà, ici, surtout que c'est le genre de série où ça peut potentiellement être un effet de mode. Avant que ça s'essouffle, ils bombardent. Ils bombardent. c'est ça, mais en plus, il y a un peu une grande communauté, même dans les conventions, on voit beaucoup de Has-Been Hotel, etc. Donc, vraiment, ça se forme, quoi.
En tout cas, si vous voulez voir une série avec un humour complètement déjanté, des musiques qui font avancer l'intrigue et tout en vous ambiançant, Has-Been Hotel, c'est dispo. Eh ben, c'est vachement bien. C'est notre reco audiovisuel de la semaine. Merci Luc. Avec plaisir. Ça donne un peu envie de regarder. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes capable là ce soir de le mettre? Non, peut-être pas ce soir. Ça, oui. Mais Non, pas ce soir, il y a la Starac. Mais... Oh là, ouais, bah un autre soir. Est-ce que ça donne envie? Mais moi, je trouve ça fort parce que je trouve que juste avec son imagination et sans l'aide de personne, que la réalisatrice elle en soit arrivée jusque-là. En plus, c'est une femme. C'est dur dans ce milieu. En plus, c'est une série. Enfin, les séries, c'est quand même compliqué, je trouve, à devenir une référence et que attirer Prime Video, je trouve ça énorme quand même. Ouais, et puis surtout, dans le processus de création, là, elle n'a pas eu le producteur derrière qui lui dit bah non, ça va pas, ça va pas. Liberté totale. Donc ça c'est la passion. En fait, vraiment, elle a pu dire au public déjà, regardez, ça se m'a aidé. Le public a approuvé. Du coup, Amazon, d'autres distributeurs, en fait, ok, c'est parti, on passe sur ça. Ok, bah merci beaucoup Luc pour ta chronique. Merci à tous pour vos chroniques. Franchement, elles étaient toutes très intéressantes. Et on va passer à la section débat. C'est pas grave, ça arrive. Non, mais pas de souci, parce qu'on a une nouvelle régisseuse qui est en formation, donc il n'y a pas de galère. Alors, France Info est au cœur d'une polémique après la diffusion dans l'émission Tout est politique d'un graphique censé illustrer les intentions de vote pour les présidentielles de 2027. On va potentiellement avoir le graphique. C'est énorme. Très beau quand C'est le graphique. Voilà, exactement, c'est celui-là. En plus, tu t'es pas trompé, c'est énorme. Donc, très vite, peut-être que vous en êtes rendu compte, des internautes et des spécialistes ont remarqué que les barres du graphique ne correspondaient pas au pourcentage annoncé. Donc, par exemple, un candidat affiché à 12%, juste ici, affiché à 12%, apparaissait visuellement au même niveau qu'un autre situé à 6,5%. Ah oui. Vous voyez, c'est au même niveau. Ah ouais. Ouais. Même Donc, Éric Zemmour, 10%, il est moins que les années de la France. ouais, carrément. Donc, les proportions, elles sont incohérentes, donnant une impression d'égalité qui n'existait pas dans les chiffres. Donc, face au tollé, France Info, forcément, ils ont pas trop le choix. Ils ont présenté leurs excuses en évoquant une erreur humaine et ils ont diffusé une version corrigée du graphique qu'on va aussi avoir. Mais cette correction a elle aussi été critiquée. Est-ce que vous voyez pourquoi? C'est un peu la même. Il y a encore les 6%, oui. Bah ouais, il y a encore les 6%. C'est pareil que. Ouais, il y a encore les 6% en dessous des 5,5%. Donc, certaines incohérences visuelles subsistent, relançant la polémique au lieu de l'éteindre. Donc, l'affaire, elle a rapidement pris une dimension politique, comme vous en doutez. Plusieurs responsables ont dénoncé un manque de rigueur, d'autres ont parlé de propagande involontaire, et certains ont accusé la chaîne de favoriser un candidat plutôt que l'autre, ce qui est assez logique. L'épisode, il a en tout cas révélé une chose, c'est que dans un contexte de défiance envers les médias, une simple barre de graphique, elle peut mettre le feu aux poudres. Alors, avant que je vous pose des questions plus spécifiques, est-ce que vous pouvez me dire à peu près ce que vous en pensez de ce graphique, de cette erreur? Pour un média qui est énormément regardé, je trouve que ça craint quand même. En fait, c'est un média qui est quand même où beaucoup de gens y accordent une grande valeur. Et le fait qu'ils se soient trompés 2 fois, quand même, on leur a laissé la chance. On leur a laissé la chance de se rattraper et ils ont fait à peu près la même erreur. Carrément, C'est fou quand même. Mais surtout qu'avant chaque publication d'un graphique ou quoi que ce soit, il est censé y avoir quelqu'un qui vérifie quand même. C'est ce qu'on se dit. Même eux, ils ont un système de double vérification. Ah oui. Donc, double échec. Super. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que d'après vous, un graphique comme ça peut même influencer l'opinion du spectateur? En fait, le truc, c'est que comme il y a des couleurs et que ça pète aux yeux, par exemple, tu peux mettre une couleur plus attrayante pour l'œil pour, par exemple, un tel candidat. Du coup, tu vas faire tu vas vite aller sur celui-ci. Donc, moi, je pense en fait, le graphique, c'est le mauvais, genre, ça aurait mieux un camembert ou un autre truc pour présenter parce que là, on est un peu perdu. Ouais, carrément. Et puis, vous avez vu, les barres, elles sont beaucoup plus lisibles que les chiffres en petit. Oui. Ouais. Le spectateur, il peut carrément se tromper. Et puis, ouais, comme tu disais, les couleurs, Éric Zemmour, il est en noir. En vrai, non, c'est plus les couleurs des partis, tu me diras. Mais après aussi, il y a le fait qu'ils aient mis les plus gros pourcentages élevés à des extrémités.
Je trouve que tu vas beaucoup plus voir à qui appartient le pourcentage qui est élevé par rapport aux autres. Tu fais plus attention à celui qui est en tête que ceux qui sont inexistants, quoi. Carrément. Et du coup, en plus de l'impact sur l'opinion, ça pose aussi des questions de confiance au public. Est-ce que, d'après vous, ce type d'erreur fragilise, on va dire, davantage la crédibilité des médias? C'est que c'est un peu un secteur en crise. Exemple, si en plus tu te trompes 2 fois, Ouais. je pense que tu perds vraiment confiance parce que tu dis et comment je peux leur faire confiance s'ils se sont trompés 2 fois. Déjà, les Français n'ont pas énormément confiance aux médias. Si là, en plus, sur un sujet qui est très touchy quand même, la politique en France, c'est quand même assez touchy. En ce moment. Surtout en ce moment, je trouve que c'est une erreur hyper grave, en fait, clairement. Déjà, même aussi, il y a France Télévisions avec Léa Salamé sur France 2. Ouais. C'est tendu en ce moment, le groupe. C'est un raz de marée. Ouais, carrément. Et puis aussi, on se demande si l'erreur, elle est entre guillemets honnête ou est-ce que c'est de la manipulation? Vous pensez que l'erreur, elle est vraiment involontaire ou est-ce que en fait, c'est pas un peu pour tirer du tort, par exemple, au parti d'Éric Zemmour? Bon, c'est pas plus mal, tu me diras, mais dans un souci de neutralité, c'est pas ouf. En vrai, je pense pas. Je pense que ça doit être une erreur humaine. Mais bon, les gens qui sont censés être France Info et censés être des journalistes qualifiés, tu vas pas comme ça chez France Info. C'est chaud quand même. Mais après, moi, je comprends ce que dit Jules parce que, 2 fois, mais c'est quand même énorme. C'est ça qui est. Moi, ça me choquerait pas qu'ils Chance et non. Alors qu'en plus, bon, après ce replacement, c'est logique. Ouais, Fabio dans le chat dit que c'est le positionnement est fait, il pense, en fait il pense, mais il a carrément raison par rapport à l'échelle politique. Donc plus t'es à droite, plus t'es à droite, plus t'es à gauche, t'es à gauche. C'est complètement logique. Soit l'on a C'est carrément ça. Heureusement que Fabio est là pour porter le débat. Attends, Max. D'après vous, est-ce qu'il devrait y avoir des solutions pour corriger les erreurs en direct? Est-ce que par exemple, là dans ce cas-là, utiliser des systèmes d'intelligence artificielle pour corriger les erreurs, c'est quelque chose qui pourrait être utile ou en fait c'est juste un manque de rigueur et il faudrait que les journalistes ils soient plus rigoureux? Mais il n'y a pas que l'intelligence artificielle. Je sais que genre sur Canva, quand tu mets un truc ou quand tu mets le pourcentage, ça augmente en fonction du pourcentage, genre ça se fait naturellement. Et là juste le graphique il a mal été fait, quoi. Moi, je pense Il y a plein d'applis où ça se fait tout seul. Genre tu mets le chiffre et boum. qu'il devrait changer le logiciel pour avoir des logiciels qui font Juste à l'heure. la personne aussi. en gradé en fait. Et puis, je pense qu'il devrait, oui, comme tu dis, avoir un petit peu plus de rigueur quand même parce que c'est pas un média indépendant, c'est un énorme média. Et je pense qu'ils peuvent avoir quand même les moyens et le temps de regarder un petit peu plus ce poste, surtout pour un grand public comme la politique. Après, en parlant de temps, justement, là, les médias, ils sont quand même sur les informations toujours, ils font toujours la course pour publier l'information en premier. Là, ils ont vu le sondage, ils ont dit, allez, il faut qu'on aille faire ça super vite et publier en premier. Donc, ouais, dans un monde où tout va très vite, je comprends Oui, c'est vrai. que tu presses, tu fasses pas trop gaffe. Justement, alors, Et c'est rapport à l'IA, peut-être, genre, avec un prompt bien défini, Oui, voilà. ça peut donner un truc. Après, peut-être aussi, ça a été fait avec l'IA et c'est peut-être une faute, on ne sait pas. Ouais. Mais en fait, non, je pense pas. en fait, je pense que ça a été fait par un graphiste et pas par un mec qui gère les tableaux Excel et les trucs comme ça. Et puis, Fabio dit dans le chat, l'erreur est humaine, mais après, c'est vrai que le refaire une deuxième fois, là, t'as plus, Mais en plus, quand là, t'as plus l'excuse du tu vas monde. reposter, pour moi, tu t'es censé vérifier 2 fois plus. Tu dis, on s'est trompé la première fois. Et là, 2 Regarde. fois. Et même, il y a pas censé beaucoup. dans un groupe comme ça, il y a censé plusieurs personnes qui vérifient ton travail. Après, ça va rejoindre avec le truc que tu as dit que ça va, dans un monde qui va vite, on a besoin d'informations vite, des pushs sur nos téléphones, etc. Donc je pense qu'ils se sont dit, ouais, on fait quelque chose, un graphique qui permet la lecture rapide, concise, mais après, c'était pas la bonne solution. Donc, tu es en train de dire que ça se trouve même c'est volontaire que ce soit pas exact ou ils se sont dit c'est pas grave. Pas volontaire, mais en fait, ils veulent donner l'information la plus vite. C'est un peu aussi de la course en premier qui donne l'information en premier. Donc, peut-être c'était en mode on veut vraiment vous donner clairement, vite, clairement et vite, donc on fait ça. Et bon, après, on sait pas d'où est-ce qu'il sort, le journaliste qui a fait ça, mais nous, dans notre formation, on n'a pas spécialement de cours pour faire des graphiques. Non, mais de l'infographie, en vrai, c'est quelque chose d'hyper courant dans les médias. En plus, tu sais pas faire. Bah, si tu sais pas faire, tu sais pas faire. Est-ce que vous pensez que dans l'école, ça pourrait être un manque et ça vous intéresserait de faire des cours de ça ou pas? Je sais pas trop parce que en fait maintenant il y a tellement de logiciels et d'applications qui permettent apprendre à de faire en 5 minutes. Et apprendre à gérer les logiciels. Parce que c'est pas si évident. Hein. Et dans les toujours, Mais
En vrai, moi, franchement, je pense que ça peut être utile parce que ça aide tout le temps les gens à illustrer ce que tu dis, parce que des fois, les gens, ils ont la flemme de lire l'article en entier. Il est juste l'infographie. Donc, je pense que ça pourrait être cool. Après, je pense qu'il faut pas non plus 36 heures pour apprendre à faire un graphique, mais ouais. En vrai, une formation, ça peut toujours être utile. Hein. Et Des bases. En plus, Ouais. oui, les balles. En plus, ça sert pas que dans le métier de journaliste. Je pense que ça peut servir dans plein de métiers. Donc, Bon, en tout cas, ce débat, il montre que dans un contexte où la confiance des médias elle est fragile, chaque détail compte. Du coup, même une barre colorée. Et voilà, merci pour l'échange. J'espère que ils se sont excusés de cette erreur et qu'ils la reproduiront pas. ouais. J'espère qu'il n'y a pas une troisième. Quoi. Ouais. Jamais 203, bon, Ouais. ça arrive. Bon, on verra, mais ouais, on verra. Merci à tous. Enfin, merci à vous quatre pour ce débat. On va passer à la troisième phase de l'émission avec le petit quiz. Il n'y a pas de jingle quiz. Ok, je suis désolé. Ouais. C'est ok. Alors, quiz, franchement, il est pas difficile. Ouais, déjà, Luc ne regarde pas. Après, j'ai gagné la dernière fois qu'on l'avait fait. Il y avait de la triche. Mais il y avait de la triche. Tu sais, je t'arrête pas de dire ça, mais je suis pas sûr. Il dit la réponse en première, elle l'a dit après Bérénice, on a donné le point à Bérénice. Je me rappelle. Ouais. Alors, cette fois-ci, il n'y aura aucune triche. Franchement, le quiz, il n'est pas compliqué. Si vous êtes un peu renseigné chaque jour, ça devrait le faire. Vous, c'est quoi un peu votre routine chaque jour pour avoir les informations? Bah, la radio le matin quand je me prépare. Pas bon. Caféine surtout. Caféine. Caféine tous Tous les jours. Non, Même les notifications sur le téléphone. La notification de France Info d'ailleurs. Plus trop maintenant. Mais non, moi perso, c'est aussi X. J'ai créé un compte spécial avec. Ouais. Et tu t'es fait une liste? Bah, Parce que toi, Il y en a ici. Ouais, voilà. Enfin, je m'abonne à Métropole, à Merchant, à Faratum. parce que même avec un autre compte, je sais pas, par exemple, ton compte perso, tu sais que tu peux créer une liste où tu mets que les comptes qui t'intéressent et après, du coup, tu as le fil avec que les comptes qui t'intéressent. Du coup, Ça, mais pas. tu peux séparer tes différents centres d'intérêt. Moi, je fais ça, c'est vachement intéressant. Ok, ben on apprend Bon. des choses. Pour le gagnant, il y a une place au Master Quiz. Je dis ça à chaque fois, je sais même pas si je vais faire de Master Quiz, mais il y a une place au Master Quiz à gagner. Et après, du coup, ce sera pour gagner le trophée Louison Ribier. Donc, c'est pas rien. Le trophée Louison Ribier. C'est un trophée que tout le monde veut gagner globalement dans l'école. On va commencer avec la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Évidemment, vous avez le droit de me couper une fois, pas deux fois par personne, une fois. Et c'est le premier qui donne la réponse C'est pas pendant la question. pendant que je pose la question. Et le premier qui donne la réponse a le point. Il y a 5 questions, c'est assez simple. Alors, première question. Quelle entreprise, en plus de Chine, fait l'objet d'une plainte pour avoir proposé à la vente des poupées sexuelles à l'apparence d'enfants? Tému. Alors, il y a AliExpress. Temu, mais j'avais... En fait, c'est compliqué parce que Temu aussi, mais j'avais une autre marque en tête. Bon, Ok. non, pas AliExpress. Amazon. Ouais, Amazon. Vous pouvez jouer dans le chat, j'ai oublié de le dire. Donc, je pense qu'on peut accorder un point. Ouais. Ouais, Ouais, donc l'organisation suédoise de défense des droits des enfants, Child X, a annoncé ce lundi avoir saisi la justice suédoise. Elle a accusé des plateformes d'e-commerce, aussi de plus petite taille, qu'elle ne souhaitait pas nommer. Donc l'ONG, elle précise seulement que l'une était basée en Suède et l'autre en Chine. Donc voilà, on ne sait pas quelle entreprise elle a porté plainte à part Amazon. Donc cette plainte, elle intervient forcément après que la plateforme Chine a été menacée de suspension en France après la découverte sur son site de poupées sexuelles d'apparence enfantine, mais aussi d'armes de catégorie A. Vous pouvez directement acheter une arme sur Chine. Mais c'est normal. C'est normal. En plus, alors, je sais pas si c'est par rapport à la Chine, mais il y a Burger King qui a fait un peu une somo. Mais c'est quoi? non, mais attendez, je finis. Il y a Burger King qui a fait en mode ouais, regardez dans votre menu enfant, vous allez retrouver un taser, un pistolet, etc. C'est pour l'harcèlement. C'est rien à Ah, ok. Regarde dans la Ben, j'ai pas vu la pour description. lutter contre l'harcèlement pour les enfants. Ok, bon, c'est pas grave, mais belle tentative en tout cas. Ça fait débat parallèle. Est-ce que, d'après vous, Chine devrait être interdit en France? Oui. Ok, fin du débat parallèle. On va passer à la Bah, à partir du moment où tu, déjà, pour l'environnement et le fait ce qu'ils font aux Ouïghours, et de deux, s'ils proposent à l'heure actuelle, enfin, maintenant non, parce qu'ils ont supprimé, mais des poupées et des armes à feu de type A, ils vont vouloir faire d'autres choses. Oui, et c'est surtout, il faut rappeler que les vêtements qui sont fabriqués chez Chine, ils sont remplis de produits chimiques. Donc,
Je sais que les gens font souvent pas attention à ce qu'ils mettent sur leur corps, mais là, quand même, on parle de brûlure, de tu peux perdre ta peau, ce genre de truc. Donc, c'est pas forcément. Il y a une question dans le chat. Est-ce que les chroniqueurs ont déjà acheté chez Chine? Ne mentez pas, c'est pas grave. L'erreur est humaine. Moi, Moi, moi aussi. période Covid, oui, enfin, tout le monde. Moi, j'en ai commandé une seule fois, Ouais, moi aussi. mais juste une fois. Vous n'avez pas honte? On était jeunes, Bah, quel film j'avais c'était 2020. Ah non, moi jamais. c'était la première fois que C'est ça ma mère qui arrivait. achète mes vêtements. Ouais. Donc, c'est un peu la mode, tout le monde en parle sur les réseaux. Donc, et on savait pas, t'es hyper influençable, donc forcément que tu vas le faire, tu vois. Des trucs en mode, oui, si tu invites 10 amis, tu peux avoir moins de 100. Voilà. Ah ouais, donc vous avez vraiment consommé, quoi. Vous êtes bien renseigné. Ah non, Je sais qu'on m'a dit, ouais, installe pour moi, s'il te plaît, mais moi, j'ai commandé une fois, mais après, j'ai vu la qualité des vêtements. Et non. Bon, voilà, on clôt la première question. 1 point pour Sandy, 1 point pour Bérénice. On va passer à la seconde. Tu regardes un peu mon écran, Luc? Ça me plaît pas beaucoup, ça. Premier degré, regarde le chat, je regarde à droite. Bah, attends. Ah, regarde pas. Alors, quelle est la particularité du Spotify Equal Festival qui aura lieu le 18 novembre? Donc, Spotify organise un festival qui s'appelle le Spotify Equal Festival. C'est abonnement gratuit. Ouais, t'as vu? Bah, en vrai, vous cherchez dans le nom, c'est pas. Mais ça, c'est pour le. Enfin, c'est pour le. Ils font à chaque fin d'année, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, Un rewind. pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. Ça concerne les artistes qui sont présents. Ils ont une particularité commune. d'écoute. Non. Est-ce qu'ils sont genre, c'est des artistes un peu genre trans, bi, ce genre de trucs un peu. Non, c'est pas ça, mais en fait, c'est compliqué de dire que c'est lié, c'est pas vraiment lié. Ok. Quelle est la particularité du Spotify Equal Festival qui aura lieu le 18 novembre? Equal Festival. C'est égalité, mais en fait, le nom est un peu trompeur. C'est. Je sais pas comment vous donner d'indices sans vous donner la réponse. En tout cas, dans le chat, personne n'est là. Oui, je regarde pas. Triche. J'ai pas. J'ai même pas affiché la réponse. Donc, ouais, il y a 7 chanteuses. Et tu connais les. Bah voilà, en fait, C'est que des femmes. ouais, voilà, c'est ça, c'est que des femmes. D'accord. Bon, personne n'a de point. Oh. Donc, avec son programme. Avec. Ouais, 0,1 si tu veux. Avec son programme. Non, mais il n'y a pas de point en fait. Mais si. Ça va, pas vous s'il vous plaît. Avec son programme Equal, Spotify met à l'honneur ses artistes pour renforcer la visibilité des femmes dans la musique. Donc ça aura lieu le 10 novembre 2025 au Palais Brongniart à Paris. C'est les chanteuses qui aura là. Je vais vous les dire. Du coup, au programme, des concerts live inédits avec 7 artistes, des contenus exclusifs et des ateliers réservés aux artistes émergents. Donc ça, c'est top. En tête d'affiche, les 7 chanteuses, c'est Shai, Charlotte Cardin, Miki, Théodora, Bambi, Clara Luciani et Oclou. Bah, en fait, c'est Théodora. Ouais, il y a Théodora. En fait, c'est vraiment les plus médiatisés. Ouais. Et est-ce que vous trouvez ça bien que ça soit les plus médiatisés qui soient présentes plutôt que justement des artistes émergents qui pourraient équilibrer la parité sur la scène musicale? Moi, je pense que c'est mieux parce que comme ça attire plus de monde. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire. Des artistes qui sont peu connus, il n'y aura pas grand monde. Ouais, pour les C'est artistes. la première. Pardon. Non, c'est. Il y a tous les ans. Ok. Mais en vrai, si c'est pour que ça perdure dans le temps, pour l'instant, en vrai, ça peut être bien. Hein, et ça ramène des gens. Le but, c'est ça. Hein. Mais t'as dit qu'il y avait des petits ateliers pour les indépendants. Donc, en gros, ça ramène des gros artistes et tu peux en découvrir des plus petits à l'intérieur. Donc, c'est pas si mal. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve ça dommage, justement, il y a peu d'élus. Et c'est ces élus qu'on retrouve partout, tout le temps. Charlotte Cardin, à la télé, je la vois tous les jours. Elle a une seule chanson en plus. Ouais, elle fait tous les plateaux télé. Je trouve ça trop bizarre. C'est toujours les mêmes qu'on voit. Alors que les hommes, Après, par exemple, si tu regardes Théodora, elle a eu un grand lancement, genre début été. Donc c'était assez récent. Elle est mainstream, mais assez récemment. Donc pour Théodora, ça va. Après, il y en a d'autres. Shai, ça date. Donc, ok. Mais Ça, il y a les connus, mais pas. Mais en fait, moi, je me dis que si ça aurait été les hommes, ça aurait été pareil. Ça aurait été des hommes qui auraient fait le festival. Je pense qu'ils auraient pris des chanteurs que tout le monde écoute aussi. Donc, en vrai, ouais. Ouais, bon, en tout cas, personne n'a eu le point de cette question. 0,1. Non. Oui, mais 0,1 si tu veux. Mais sache que si t'as 0,1, ça te fera jamais passer devant quelqu'un, ça fait rien. Ah si. Si. Ouais, carrément. Moi, j'ai pas Fanny. On verra à la fin. Si t'as pas de point, on te met 0,1. Alors, troisième question. Attention, Luc. Je te vois. Mais tu regardes. je regarde pas. Je perds. Mais je regarde. Quelle chaîne de télévision a été condamnée à 20 000 € pour désinformation climatique? CNews.
Point pour Luc. Donc j'ai moins 0 à 1. Mais c'est pas fini. À l'antenne, un soutien de Zemmour aurait tenu des propos, a tenu même des propos climato-sceptiques sans aucune contradiction. Donc le Conseil d'État a confirmé la sanction infligée en juillet 2024 par l'Arcom à la chaîne de Vincent Bolloré. Donc invité sur le plateau de l'émission Punchline été, c'est Philippe Herlin, économiste et solide soutien du candidat Éric Zemmour, qui avait partagé une thèse climato-sceptique, sans se heurter à la moindre contradiction. Je cite, le réchauffement climatique anthropique est un mensonge, une escroquerie directement, ça n'existe pas. Et voilà, c'est ce qu'il avait prétendu, donc des propos choquants. Franchement, je trouve ça bien qu'il soit sanctionné. Oui, Oui, quand même. parce que là, on sait depuis des années qu'il y a un réchauffement climatique. Et c'est pour ça que tu as ce point, Luc. Un point. Tamara, bon, 0,1. Faut préparer. Tamara, au cas Je où. vais commencer à non. bien. Il reste 2 questions. Tu peux même gagner ce quiz encore. Ouais. J'ai beaucoup d'espoir pour mais vas-y. Parce que si t'as Avec 1 point, peut- t'as 1,1, donc t'as Ouais. plus que nous. Non, Vous êtes on a dit- 2,1. on a donné ce que tu avais 0. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Le Comité international olympique envisage l'interdiction totale de certains athlètes en 2028, du coup lors des Jeux de Los Angeles. Est-ce que vous savez quels athlètes vont vraiment potentiellement être interdits de faire les Jeux? Ils ont le plus pour le nom des athlètes ou la Non. nationalité. Alors, c'est pas une nationalité, comme tu l'as tenté. Ah, les athlètes trans. Ouais, exactement, Sandy. J'allais dire en plus. Fabio l'avait dans le chat. C'est les athlètes transgenres. Donc, il pourrait, c'est pas sûr, hein. Il pourrait y avoir de grands changements lors des Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles. Selon Sky News, le CIO envisagerait d'interdire aux athlètes transgenres l'accès aux épreuves féminines. Donc, cette décision elle ferait suite à une présentation du docteur Jane Thornton qui aurait démontré qu'il y a des avantages physiques pour des athlètes nés de sexe masculin. C'est ce que j'avais vu. Donc le CIO, il étudierait donc même la mise en place de tests de vérification de sexe pour la totalité des épreuves féminines, toujours selon Sky News. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait ce genre de test de fait? Bah, C'est délicat. Hein. mais Je sais que c'est un test, mais juste interdire les. Mais Bah ouais, Mal entre guillemets parce que t'as plus de. Si t'es un homme, t'as plus de compétences. le testostérone, ouais. Mais le problème, Avec les mots. c'est que ces tests, ils ont déjà été faits. Je sais que pour les championnats du monde de boxe, il y a les filles, elles devaient faire des tests. Oui, et Ça même peut être traumatisant. les Françaises, elles ont dû prouver pour les championnats du boxe récents, je crois, du monde, elles ont dû prouver leur féminité, enfin, si on peut dire comme ça. Et du coup, bah, elles ont fait ces tests en retard et elles ont même pas pu faire la compétition, alors que bah, c'est des femmes, quoi. Bah, dans un sens, c'est horrible, mais dans l'autre, c'est compliqué de croire. Enfin, si il y a un transgenre qui dit bah non, je suis une femme depuis Oui. toujours et qui a fait la compétition, bah Ouais. si c'est vraiment prouvé qu'elle a des avantages, bah elle a un Oui, en avantage, fait, c'est pas équitable. Ces tests, ils sont officiels, mais c'est dur de... En fait, je trouve que la mise en place c'est dur. Et puis, imaginons qu'une femme cisgenre soit extrêmement forte et si ça se trouve, elle passe les tests, elle est disqualifiée alors qu'elle n'est pas Ouais. transgenre. C'est compliqué. Carrément. En fait, c'est l'éthique après. Mm. C'est ça qui est un peu compliqué là-dessus. Bon, en tout cas, on verra ce qu'il en est. On est un peu en retard. Dernière question. Mais c'est la part de ça, tu veux. Je pense que c'est Luc qui va l'avoir. Quel jeu vidéo Oh non. développé par le studio Ubisoft sort simplement aujourd'hui? Best? Non. Bon. C'est un jeu, c'est un FPS. First View Person. C'est un jeu qui se joue à la première personne. En gros, tu es le personnage. Voilà. Que tu joues. C'est franchement, ouais, c'est une. Ça sort sur ça sort sur quoi? Ça sort sur Xbox, PlayStation et PC. Ah, ça sort partout. C'est vraiment, je pense, ouais, exactement. C'est un nouveau Call of Duty. En plus, c'est abusé. Call of Duty Black Ops 7. Ouais. Donc, il était attendu par des millions de gamers dans le monde. C'est ce vendredi 14 novembre que sort, du coup, comme je disais, Black Ops 7. Donc, c'est le 22e opus de la série mythique. Ça en fait. Et il s'est déjà écoulé à 500 millions d'exemplaires. Ouais, tout Donc, était c'est attendu. énorme. Non. Tous les Call of réunis se sont écoulés à 500 millions d'exemplaires. Ah, ok, d'accord. Donc, pour donner un ordre d'idée, c'est le double de la saga Harry Potter. Donc, la saga Harry Potter, c'est moins écoulé que tous les Black Ops confondus. C'est dingue. Waouh. Voilà. Le sens des jeux vidéo. Bon, en termes de points, on est à 2.
Oui, et 2. 2, 1 et 0,1 pour Tamara. Il n'y a pas Fanny. Là, il faudrait une question pour départager. Non, il n'y a pas de question, mais Léo est là. Non, Léo n'est pas là pour la question. Merci. Ils ont une 2-2 de toute manière. 2. Sinon, Non. J'ai déjà perdu à 100%. Peut-être que dans la régie, il y a des gens qui ont des questions. Qu'est-ce qui s'est passé Trame cassée. C'était entre nous deux. Ah, pardon. Allez. Alors, la question c'était. Oui, mais tu pouvais pas gagner de toute façon, vu que tu qu'un seul point. Donc, la question c'était qu'est-ce qui s'est passé ce matin vers Jean Médecin. Et Sandy a crié le tram cassé. C'est ça. Félicitations, Sandy, tu as gagné parce que, effectivement, Ah, je suis grave. le tram était cassé. Merci pour cette émission. Très vite d'influre. 2 quiz de victoire. Voilà. Merci à vous pour ces échanges. Franchement, c'était sympathique. oui. Oui. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle soirée de l'info. Salut. Salut. Salut.